BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est le vendredi, les pros des cryptos. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver avec beaucoup d'actu chaud dans cette fin de semaine. On va en parler avec, allez, il nous rejoint Thibaut Boutroux, directeur général de Meria à nos côtés cette semaine. Bienvenue Thibaut, et Stanislas Barthélémy. Bienvenue à vous aussi Stanislas, le président de l'ADAN. Beaucoup d'actualités qu'on va parcourir dans un instant. Les grandes headlines de la semaine, on va essayer de mesurer le potentiel à venir sur les cryptos. Et Vincent Gann aussi nous rejoint. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Analyste technique indépendant. Alors d'abord cette info quand même aujourd'hui très très importante. Ça y est, on connaît le nom du successeur de Jérôme Powell, celui qui prendra la tête de la Fed a priori à la mi-mai. Je dis a priori parce que le Sénat américain doit encore valider sa nomination. C'est Kevin Warsh, donc ça a été annoncé officiellement par la Maison-Blanche. Kevin Warsh, donc choisi par Donald Trump pour succéder à Jérôme Powell. On va entrer dans le détail, sa personnalité, son profil, sa vision de la politique monétaire dans les pros des cryptos, puis dans BFM Bourse bien sûr tout au long de l'après-midi. Mais est-ce que vous voyez déjà un impact de cette annonce sur le marché crypto et notamment le Bitcoin, Vincent ? Il n'y a pas d'impact direct, mais il ne faut pas se mentir, parmi tous les candidats qui étaient en lice pour prendre la tête de la Fed à partir du départ de Jérôme Powell au printemps prochain, il y avait Kevin Warsh, Rick Rieder, Christopher Waller et Kevin Hassett. Sans se mentir, parmi les quatre, on va dire que Kevin Warsh ne faisait pas partie en tout cas des deux premiers, les plus favorables, les plus ouverts au marché des crypto-monnaies. Je dirais que le positionnement est plutôt neutre. Tout dépendra de la politique monétaire qu'il mettra en place, sa vision de l'inflation, le régime des taux d'intérêt qui arrivera. Mais là, de manière automatique, il n'y a pas un impact positif. Si le choix avait été porté sur Rick Rieder ou Kevin Hassett, là, je vous aurais vraiment répondu par l'affirmative quant au positionnement vis-à-vis des cryptos. Mais encore une fois, Kevin Warsh n'a pas un positionnement négatif sur l'écosystème crypto. C'est neutre. Rieder et Hassett, c'était vraiment beaucoup plus positif. Oui, effectivement. Alors, on va rentrer davantage dans le détail avec nos pros des cryptos dans un instant. Il veut faire, pourquoi pas baisser les taux, ce nouveau futur président de la Fed, pourquoi pas baisser les taux, mais dans ce cas, au prix d'une réduction du bilan, hein, avec une vision sur l'inflation très intéressante. Donc, le Bitcoin qui réagit à peine, on est en petite baisse là sur le Bitcoin aujourd'hui, après un début d'année quand même compliqué, pendant que l'or explose tous les records, le Bitcoin plafonne. Comment est-ce que vous sentez les forces et puis le potentiel pour le mois de février qui va maintenant démarrer ? Écoutez, c'est plutôt compliqué sur le plan technique puisque Bitcoin en fait est en train de répéter, vous savez, le schéma cyclique et technique de l'ancien marché baissier, le bear market de l'année 2022. C'est vrai que là, il y a eu une tentative de rebond début d'année qui a échoué à 98 000 $. Le marché est repassé sous 87 500 qui est le point mort annuel, donc il est en baisse depuis le début de l'année. Au moment où je vous parle, il est à 82 000. 80 000, 82 000, c'est un niveau que l'analyse technique met en avant comme étant un pivot important justement. Si le marché le casse, on répète parfaitement le schéma de 2022 et derrière c'est la baisse en direction de l'ancien record historique à 70 000 $. Il y a beaucoup de choses pour le mois de février, il y a cet aspect technique, on verra déjà si ce support tient. Et je reviendrai plus sur un aspect fondamental, vous m'avez posé la question à l'instant sur Kevin Warsh. D'un point de vue justement fondamental, il y a un autre sujet qui est en jeu, qui peut se débloquer début février. Vous savez, c'est au Sénat des États-Unis, les discussions autour du Clarity Act. Et pour envisager, par exemple, vous parliez des métaux précieux à l'instant, pour envisager peut-être à un moment ou un autre, le tout début, quelque chose d'un minimum un peu partiel de rotation des métaux précieux vers les cryptos, il faut absolument avancer sur ce côté réglementation, ce côté législatif des cryptos aux États-Unis. Il faut un accord bipartisan au Sénat US. Et si ça intervient au début du mois de février, pourquoi pas envisager une reprise ou au moins une stabilisation du cours du Bitcoin. Vincent Gann avec nous, trader, analyste technique indépendant. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés. Alors Kevin Warsh donc succédera à Jérôme Powell. On mesurera les implications avec nos pros dans un instant. On parlera aussi du potentiel du Bitcoin alors que l'or explose tous les records. Les stablecoins sont-ils l'ennemi de la finance ? Vous verrez que les grandes banques pourraient perdre des centaines de milliards de dollars du fait des stablecoins. Visa et Mastercard aussi jouent gros. De nouveaux chiffres sont apparus cette semaine. Et puis dans le minage, la France a-t-elle jeté l'éponge ? C'est une info de nos confrères de Big Whale. Non seulement la France valide la cession d'Exaion, filiale d'EDF aux Américains, mais en plus la vente contient une clause de non-concurrence cette clause interdirait à la France de miner du Bitcoin pendant 2 ans. Programme lourd, chargé, dense, mais passionnant des pros des cryptos à retrouver tout au long du week-end aussi en podcast et replay. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Ils sont là, Thibaut Boutroux. Salut Thibaut. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver de passage à Paris, ainsi que Stanislas Barthélémy, ancré lui à Paris. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver aussi Ladan Emeria qui nous accompagne. Ça y est, donc on a le nom du successeur de Jérôme Powell. Alors certains vont se dire, oh là là, il en parle beaucoup. Mais oui, ça va ancrer quand même les dynamiques de marché pour plusieurs années. Tout le monde l'attendait. Puis c'est le choix de Donald Trump, lui qui remet clairement en cause régulièrement par ses propos, dans ses discours, l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Du coup, tout le monde se demande si cet homme qui l'a nommé, Kevin Warsh, sera le pantin de Donald Trump. Que sait-on de lui, son profil et ses intentions vis-à-vis de la politique monétaire américaine? Stanislas. Votre question résume tout, Guillaume. Il y a deux choses. Est-ce qu'il aura la latitude d'appliquer ce à quoi il croit? Parce qu'on sait que Donald Trump souhaite remettre en cause l'indépendance de la Réserve fédérale, ce qui est quand même non pas sans conséquence. Si on analyse, on va dire, son appétence pour les sujets crypto, quand on est un peu auto-centré, il n'est pas défavorable, au contraire. On voit beaucoup de propos qui sont en train d'exhumer sur les réseaux sociaux pour comprendre quelle est sa psyché sur le sujet. Il dit que Bitcoin, quand on a moins de 40 ans, c'est l'équivalent de l'or, que Bitcoin est peut-être le reflet parfois de la médiocrité des décisions des banquiers centraux. Donc il y a des choses assez intéressantes dans ce qu'il dit. Et après, c'est sur plutôt sa conception, on va dire, de l'inflation qui est clé quand on analyse son profil. C'est que même au pire de la crise de 2008, il était vraiment tenancier de ne pas alimenter l'inflation, donc d'avoir un bilan de la Fed le plus petit et d'avoir parfois des taux d'intérêt élevés, ce qui n'est pas forcément favorable aux assets dits risqués dont Bitcoin peut faire partie. Donc il y a une forme d'ambivalence. Il n'est ni contre, mais quelle latitude il aura pour appliquer sa politique s'il garde sa cohérence doctrinaire, si je Oui, il était déjà gouverneur de la Fed, effectivement, pendant la crise des subprimes à l'époque. Il s'est vraiment fait le cuir, tanné le cuir, et c'est l'un des sauveurs quand même de Morgan Stanley en l'occurrence. Il a 55 ans aujourd'hui. Kevin Warsh, qu'est-ce qu'on sait de lui? Comment l'écosystème crypto va l'accueillir d'après vous, Thibaut? Non, mais ça a été bien résumé. C'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle à ce stade. Il faut attendre de voir qu'est-ce qu'il pourra réellement mettre en place et quel impact ça aura. Ce qui est certain, c'est qu'il ne prendra pas de décision pour Bitcoin, mais en tout cas, on a quelqu'un qui, a priori, s'est déjà exprimé sur le sujet, connaît le sujet, et pas hostile au sujet. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Ce n'était pas forcément le cas de tous les décideurs qu'on a pu avoir par le passé. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, il ne faut pas croire qu'il prendra des décisions en faveur de Bitcoin. Donc à voir qu'est-ce qu'il pourra faire et quel impact ça aura derrière sur le marché. Oui, c'est le beau-fils de Ronald Lauder. Vous savez, Estée Lauder, vous connaissez la marque? Eh ben, il est le beau-fils de Ronald Lauder, héritier du groupe Estée Lauder, gros donateur de Donald Trump. D'ailleurs, Ronald Lauder est a priori l'un de ceux qui auraient donné à Donald Trump l'idée d'aller acheter le Groenland. Voilà, donc on est quand même dans le cercle assez proche de Donald Trump, là, avec Kevin Warsh. Donc on y reviendra, bien sûr, en détail. L'impact, alors le dollar est en train de reculer, de progresser, de rebondir assez nettement, parce que quand même c'est un homme du sérail, hein. Il a été gouverneur de la Fed déjà dans les années 2000, donc on se dit le mec est technique et donc la crédibilité de la Fed est à nouveau ancrée là. C'est ce que se dit une partie du marché. Le dollar est en train de remonter, l'euro est à 1,19 $, les taux américains eux n'évoluent pas vraiment. On a l'or qui recule, ouais, parce que l'or a beaucoup progressé dans l'idée que la Fed allait peut-être perdre un peu en crédibilité. On verra ce que sera sa politique monétaire, on verra s'il est ou non indépendant de Donald Trump, mais c'est un homme du sérail et donc l'idée d'une perte de crédibilité, cette idée s'évapore peut-être. L'or en pâtit et est en net repli cet après-midi. Plus de détails, les rendez-vous quotidiens de BFM Business et notamment BFM Bourse tout à l'heure à 15h30, bien évidemment. Bon, au-delà de cette question de la Réserve fédérale américaine, il y a quand même cette frustration de tout l'écosystème. Pourquoi le Bitcoin ne progresse-t-il pas davantage? L'or donc a battu des plus hauts historiques, plus de 5500 $ l'once cette semaine. On a un dollar qui a beaucoup souffert. Enfin, quand le dollar souffre et que l'or monte, généralement on se dit c'est bon pour Bitcoin. Là, on a les deux jambes pour progresser. Et pourtant, Bitcoin a plutôt plafonné. Comment l'expliquez-vous, Thibaut? En fait, déjà, l'or monte et le dollar qui baisse sont des conséquences d'un contexte marché. Et donc, uniquement ces deux variables ne suffisent pas à dire comment Bitcoin va évoluer. Ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi le dollar baisse, pourquoi l'or monte. Et c'est ce contexte-là qui pourra avoir évidemment un impact sur Bitcoin. Et quand on regarde, on n'est pas dans un contexte qui est forcément propice à Bitcoin. Aujourd'hui, on a des investisseurs qui sont plutôt risk-off, qui vont se réfugier vers l'or. Et aujourd'hui, même si dans ma lecture à moi, Bitcoin peut faire office de valeur refuge, dans l'univers collectif, Bitcoin n'est pas encore suffisamment compris et intégré comme étant
pleinement une valeur refuge. D'autant plus qu'il s'est comporté plutôt comme les actifs risqués sur les derniers mois de par les flux institutionnels qui arrivent via les ETF. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le sous-jacent Bitcoin et comment il fonctionne, beaucoup le rangent dans la case d'actifs risqués et donc dans un contexte marché incertain, ils vont déboucler les positions risquées dont Bitcoin et donc il va plutôt se décorréler de l'or. Néanmoins, je pense qu'il reste valeur de réserve en devenir et donc on sait qu'à court terme, Bitcoin aujourd'hui, de par aussi sa taille de marché, réagit plutôt de manière très volatile à n'importe quel événement de marché, mais que sur le long terme, l'amplitude va diminuer et on va reprendre une tendance positive. Oui, alors, moi cette semaine, en fait, je me suis dit, en voyant l'or, mais s'envoler, s'enflammer comme ça, je me suis dit, on dirait le Bitcoin. Puis quand j'ai vu le Bitcoin rien faire, je me suis dit, on dirait l'or. Enfin, je sais pas, il n'y a pas eu une forme d'inversion des rôles là récemment, Stanislas? Si, peut-être, il faut regarder, et Thibaut a raison de pointer ça, les corrélations entre les classes d'actifs, et aujourd'hui, elle n'est pas favorable au regard du contexte macro et géopolitique à Bitcoin. Mais ce qui est vraiment déroutant, c'est effectivement les variations sur l'or qui sont énormes, qui est pour moi le signal d'une incertitude totale, mais surtout, quand on regarde ces variations qu'on voit encore à l'écran, elles sont massives, c'est-à-dire qu'en quelques dizaines de minutes, on peut ajouter la market cap du Bitcoin à l'or, ou au contraire la perdre 2 fois, et on perd un peu notre boussole, puisque normalement l'or c'est la réserve de valeur avec peu de volatilité, donc on ne sait pas où on va. Oui, les questions sont posées, effectivement. Alors, est-ce que l'or qui bat des records, c'est, vous savez, ce petit séisme qui précède la grosse éruption, le risque géopolitique matérialise déjà l'or, beaucoup de banques centrales qui en achètent aussi pour moins dépendre du dollar. Ce qui porte l'or, c'est aussi, alors figurez-vous, les acteurs crypto. Oui, les acteurs crypto qui participent à cette flambée de l'or. Qui? Tether, par exemple, le roi de l'USDT, Tether est devenu le plus gros détenteur d'or au monde. Ils en ont même rempli un bunker entier en Suisse, figurez-vous, un bunker d'or. Oui, c'est une info véridique. Pourquoi Tether mise-t-il autant sur l'or, Stanislas? Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se replacer. Quand on a un émetteur de stablecoin, on a un actif et un passif. Et donc, quand on émet une représentation du dollar sur blockchain, le stablecoin, comment on investit ses réserves? Alors, avec le Genius Act ou MiCA, c'est assez restrictif. On doit avoir du cash et ce qu'on appelle HQLA, c'est-à-dire des bons du trésor. L'USDT, historiquement, c'est un peu différent et c'est, on va dire, plus exotique. Ce qui fait que dans leur balance, le passif, eux, ils ont investi dans des entreprises au capital, de haute technologie, biotechnologie, des clubs de foot, la Juventus, etc. Et depuis quelques années, sur de l'or. Pour vraiment avoir un pari qui est un peu risqué, puisque l'or n'est pas forcément aussi liquide que des bons du trésor américain quand on veut en vendre de grandes quantités, par exemple. Mais ce qui fait qu'ils ont fait un peu un pari macroéconomique de se dire attention aussi au dollar, on ne veut pas dépendre que des États-Unis, donc on va acheter de l'or. Donc ils ont acheté pour 140 milliards de dollars en équivalent or, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un des plus gros acheteurs sur le marché, avec des pays qui ont envie aussi de se décorréler, de se délier des États-Unis. Donc c'est vraiment un mouvement intéressant à regarder. Là où certains acteurs crypto comme Binance et même dans la fondation Tron, maintenant ils se disent qu'ils vont acheter du Bitcoin pour essayer de faire un peu le mouvement inverse. Par rapport à ce qu'a fait Tether. Oui, c'est un peu comme les banques centrales émergentes. Avant, elles achetaient les refuges en obligations américaines. Puis elles se disent, nos obligations américaines, c'est peut-être l'actif le plus sûr au monde jusqu'au jour où on en aura vraiment besoin. Et là, est-ce qu'on est sûr que les États-Unis, pas sûr, pas certain, comme un certain nombre de banques centrales aussi qui aimeraient rapatrier leur présence sur le territoire américain. Par exemple, les Allemands, ils ont de l'or présent, stocké, conservé à New York, et ils voudraient en rapatrier une certaine part, en se disant, il est en lieu sûr à New York jusqu'au jour où on en aura vraiment besoin. Est-ce qu'il y a un peu ça dans la réflexion de Tether qui investit de plus en plus sur l'or, sachant que jusqu'ici, il privilégiait, enfin c'est ce qu'on en pensait en tout cas, les obligations américaines? Thibaut. De toute manière, Paolo Ardoino, le CEO de Tether, s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur ses craintes sur le dollar et qu'il avait, selon lui, son business model actuel avait vocation à s'épuiser puisque le dollar tendait vers zéro, à son sens, sur un horizon long terme. Donc dans ce cadre-là, ils se sont effectivement beaucoup diversifiés. Stan a donné des exemples. Ils ont aussi beaucoup de terres agricoles. Ils ont aussi beaucoup de Bitcoin d'ailleurs. Donc c'est pas nouveau. C'est dans leur approche depuis le départ. C'est aussi une entreprise qui fait énormément de bénéfices et qui a une masse salariale et des charges qui sont faibles par rapport à ce qui génère. Donc ils ont cette capacité à investir et ça leur permet d'anticiper un peu la suite, surtout au vu des incertitudes réglementaires qui pèsent sur eux. Donc c'est pas
pas anodin et c'est une stratégie qu'ils ont déjà dévoilée à plusieurs reprises. Les pros des cryptos, retrouvez tout le week-end en podcast et replay, la chaîne YouTube aussi BFM Crypto. On lit parfois que toutes les bonnes nouvelles, ça y est, sont dans les cours, quoi. Pour le Bitcoin, on a déjà toutes les bonnes nouvelles qu'on puisse espérer, notamment tous ces ETF lancés aux États-Unis. Ben non. En Europe, par exemple, les ETF Bitcoin ne sont pas aussi directement investis en Bitcoin qu'aux États-Unis. Et puis au Japon, là, ça devrait vraiment avancer, puisque d'ici 2 ans, le Japon pourrait autoriser les ETF Bitcoin à partir de 2028. Ouais, c'est la phase un peu émergée de l'IBER, puisque en réalité, ça s'inscrit dans une refonte beaucoup plus globale de l'approche du Japon face aux cryptos qui s'est enclenchée il y a déjà un certain temps. Historiquement, ils avaient abordé le sujet vraiment sous l'angle du paiement et aujourd'hui, ils sont vraiment en train de le réaborder sous l'angle du produit financier. Ils ont cette culture qui est quand même très regularly oriented aussi au Japon. Donc l'idée de mettre en place des ETF, c'est aussi une manière de pouvoir répondre à une demande retail, mais avec un produit qui est très standardisé, qui est très encadré. Pourquoi 2028 ? Parce que tout ça va prendre du temps pour s'intégrer dans les textes. Et puis ça s'inscrit dans des textes qui sont beaucoup plus globaux et qui ne concernent pas uniquement les ETF. Donc en tout cas, un changement qui est assez intéressant à observer. Et ça suit aussi forcément le modèle américain et le succès qu'ont pu avoir les ETF aux États-Unis. Ça confirme aussi un peu cette tangente, avec en plus une demande institutionnelle qui est en train de se développer un petit peu partout. Ils ne peuvent pas laisser leurs acteurs économiques à part de ce marché-là. Oui, et justement, cette demande institutionnelle, on voit qu'elle continue de progresser. 60%, Stanislas, 60% des plus grandes banques américaines proposent désormais des offres incluant du Bitcoin. Ça devient une classe d'actifs tout à fait normale, ou du moins qui tend à se normaliser. Donc c'est assez logique que les distributeurs enlèvent les oripeaux idéologiques qu'ils avaient sur Bitcoin et se disent finalement s'il y a de la demande et qu'il y a un cadre réglementaire, autant servir le client parce que c'est un moyen de se rémunérer tout simplement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'historiquement, il y a des positions qui évoluent, mais dans la droite lignée des 2-3 dernières années où on a assez évoqué et commenté ça ici sur ce plateau, sur les États-Unis ont changé leur braquet. Peu à peu, si un distributeur distribue un produit et pas son concurrent, ça crée, on va dire, un intérêt de suivre peu ou prou ceux qui ont ouvert les vannes dès le début. D'autant qu'il y a un effet générationnel. Il y a plus de jeunes, bien sûr. Voilà. Et pourquoi se priver ? Pourquoi fermer la porte à ceux qui feront l'avenir ? Avec l'enjeu qui est démographique, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ça reprend le propos de Kevin Warsh tout à l'heure, en disant si vous avez moins de 40 ans, l'or, c'est numérique, c'est Bitcoin. C'est la même chose. S'il y a la transmission de l'argent des boomers à leurs enfants et à la Gen Z in fine, c'est-à-dire qu'une partie de cet argent, en France, on estime que c'est 3 000 milliards sur 10 ans, par exemple, ira à, 0, 5, 10% dans Bitcoin. Donc, les distributeurs de produits, que ce soit la crypto en direct ou sur les ETF ETN, auraient tort de se priver de jouer ce potentiel économique. Mais les banques européennes aussi avancent, alors lentement, mais quand même, Société Générale a été pionnière vis-à-vis des cryptos, BPCE désormais est clairement beaucoup plus ouverte aux cryptos, puis alors maintenant le Suisse UBS, Thibaut envisage de proposer du Bitcoin et de l'Ether à ses clients fortunés. Non, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est quelles banques aujourd'hui ne travaillent pas sur le sujet, que ce soit en France, en Europe ou en Asie. Elles ont toutes compris qu'il fallait regarder ce marché, même celles qui étaient les plus réfractaires. Elles ont toutes aussi aujourd'hui en interne des gens qui comprennent le sujet, soit des gens qui se sont acculturés, soit ils ont recruté des personnes extérieures qui apportent un regard un peu nouveau sur le sujet, ce qui permet aussi forcément de véhiculer le sujet en interne, même si forcément ils ont des process qui sont beaucoup plus longs, ils ont un cadre réglementaire aussi qui est beaucoup plus lourd, et donc c'est pour ça qu'on voit émerger des offres qui sont assez, on va dire, limitatives en l'état, mais en tout cas, une fois qu'il y en a quelques-uns qui sont positionnés, qui en plus rencontrent des succès sur les offres, naturellement les autres sont obligés de se positionner. Alors après, l'approche, et ça c'est la stratégie de chacun, est-ce que je fais la même chose que les autres, comme ça je suis dans les clous, ou est-ce que justement j'essaie de voir comment je peux me positionner autrement en allant cherchant des aspects de diversification sur ce marché. Et donc là on commence à avoir d'autres banques qui font des choses un peu plus intéressantes, qui vont chercher des trucs un peu plus évolués, mais en tout cas ce que disait Stanislas juste avant, ça tend à se normaliser. Sur la banque privée ou la gestion de fortune, c'est évidemment permettre à ses clients d'avoir accès à Bitcoin, Ether, etc., quel que soit le produit, mais faire du prêt lombard derrière. Dans les banques privées, c'est quelque chose qui fonctionne bien sur les titres financiers traditionnels. Bitcoin et Ether, a fortiori, s'y prêtent aussi bien
c'est liquide 24/7. Donc après, il faut mettre les bons paramètres de ce qu'on peut emprunter, de ce qu'il faut mettre en garantie. Mais ça, c'est un produit qui intéresse ceux qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Il y a un début de bromance là, entre les banques et cet écosystème, mais pas avec les stablecoins. Alors là, pas du tout. Les stablecoins qui pourraient prendre des clients au secteur bancaire. Une étude de Standard Chartered nous montre que les stablecoins pourraient leur en prendre au point de coûter aux banques traditionnelles 500 milliards de dollars ou plus. Stanislas. C'est tout le débat qu'il y a entre même l'euro numérique, retail, les stablecoins et les dépôts bancaires. Il ne faut pas oublier que l'économie est financée de par la réserve fractionnaire, c'est-à-dire le bilan des banques qui vont battre monnaie, entre guillemets, en créant du crédit. C'est-à-dire que si on crée une fuite de ces dépôts bancaires, théoriquement, on fait une forme de contraction du crédit et donc une contraction de l'économie. Là où le stablecoin, au contraire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un collatéral qui est un bon du trésor ou du cash. Il n'y a pas ce côté réserve fractionnaire, il y a du 1 pour 1. Donc je comprends, on va dire, les banques de se poser la question, de dire, mais s'il y a une fuite avec un produit qui est vraiment plus attractif, de cash qui circule 24/7 sur une infrastructure globale, est-ce qu'il n'y a pas un risque de fuite de dépôt bancaire qui peut exister? Mais la question après, c'est quel business model? Est-ce qu'il faut le faire évoluer? Parce que de facto, s'il y a une réglementation qui permet au stablecoin de se développer et qu'il y a des gens et des corporates qui l'utilisent, ça va arriver. Donc, quelle réponse? Oui, cette question, elle se pose au secteur bancaire, elle se pose aux acteurs des paiements. Visa, Mastercard, plein de scénarios nous disent que les agents d'IA, demain, et ça commence déjà, échangeront entre eux des stablecoins, donc en enjambant Visa, Mastercard, qui se retrouveront sur le banc des remplaçants avec tous ces agents IA amenés à se développer. Thibaut? Ouais, mais ça, c'est un sujet qui est revenu. On l'avait déjà abordé sur le plateau il y a quelques mois, et là, il est revenu parce que c'est Allaire, le patron de Circle, qui en a parlé au World Economic Forum à Davos il y a quelques jours, où il disait justement que les manières dont l'argent va circuler va évoluer, et donc notamment à travers les agents IA qui pourront avoir un portefeuille dépositaire et qui pourront enclencher des transactions de manière automatisée. On n'en est pas encore là, parce que c'est ce qu'on disait il y a quelques mois, c'est que pour faire ça, il y a encore une littérature juridique qui est manquante pour arriver à ce stade. Néanmoins, on sait que c'est a priori la direction technologique et que la technologie évolue vite. Donc très certainement qu'on aura une latence qui vient de la partie plutôt réglementaire et plutôt juridique, mais en tout cas, on prend cette direction. Après, je ne m'inquiète pas tant que ça pour Visa et Mastercard, qui ont embrassé ce sujet il y a déjà un certain temps. On les a abordés aussi plein de fois sur ce plateau. Ça fait des années qu'ils sont proactifs sur le sujet. Ils ont compris que les méthodes étaient en train d'évoluer, que le monde du paiement était aussi en train d'évoluer. Il y a plus pour eux d'ailleurs un sujet d'infrastructure qu'un sujet de devise ou qu'un sujet d'assets. Et pour le coup, ils sont assez à jour sur le sujet, donc je ne m'inquiète pas tant pour eux. Kevin Warsh, on vous rappelle l'info de l'après-midi, on y reviendra jusqu'à 18h et même toute la soirée sur BFM Business. C'est le nouveau futur président de la Fed. En tout cas, c'est le choix de Donald Trump. Il a été officialisé tout à l'heure. Kevin Warsh pour succéder à Jérôme Powell. Plus de détails, John Plassard il sera avec nous pour l'ouverture des marchés américains. On suivra en direct dans quelques instants. Il est 9h22 là à New York. Ce sera 9h30 l'ouverture de Wall Street comme chaque jour sur notre antenne, bien évidemment. Alors on parlait du minage aussi en début d'émission. Est-ce que la France est en train de jeter l'éponge sur le minage? On peut vraiment se poser la question. C'est le minage, cet outil qui permettrait peut-être de rentabiliser notre production électrique, la rentabiliser davantage, sauf que, une info de nos confrères de The Big Whale, non seulement la France valide la cession d'Exaion, filiale d'EDF, à des Américains, mais en plus cette vente contient une clause de non-concurrence, c'est-à-dire que la France, cette filiale, ne pourrait plus miner pendant une durée de 2 ans, Stanislas. Au titre de la DAN, avec Claire Balva, que vous connaissez bien, on a été assez vocaux sur le sujet, c'est-à-dire de dénoncer la vente d'Exaion à Mara en ayant un raisonnement purement comptable. C'est une entité qu'il a fallu capitaliser avec EDF, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable ou l'argent des Français à hauteur de 25 millions d'euros. Et là, un acteur propose quasiment 30 millions d'euros pour racheter les parts et derrière le reste de l'investir dans de la machinerie. Avec une clause qui est quand même assez gênante, c'est-à-dire qu'effectivement, EDF, pendant 2 ans, ne pourrait pas avoir des activités similaires à ce que pourrait faire le Exaion version Mara. Donc, ce qu'on dénonçait, et ce qu'on dénonce toujours d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de vision stratégique sur l'équilibrage du réseau électrique, la modulation nucléaire, c'est-à-dire qu'on on fait du stop and go sur nos centrales nucléaires pour laisser la part belle aux énergies renouvelables, et c'est très bien, mais on pourrait stabiliser le tout avec un peu de minage de Bitcoin. Donc ça, on est triste parce qu'il n'y a pas de vision stratégique de l'État, il n'y a pas derrière de déclinaison de cette stratégie, c'est un actif comptable, on le vend, et une direction générale du Trésor qui manifestement aurait, par ce document, signifié l'autorisation de la vente sans dénoncer la clause, au moment même où le ministre de l'économie avait mandaté le CGE, qui est une sorte
d'outil, une sorte du consulting interne pour essayer de regarder est-ce que c'est un enjeu stratégique pour la France. Mission qui est toujours en cours, rapport qui arrive dans 2 mois. Donc on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on vend l'actif et on fait une stratégie après. C'est, je pense, dommageable. Mais après, il y a d'autres annonces cette semaine qui ont fait grand bruit sur la notion de souveraineté et de vente d'acteurs français. Oui, mais pas forcément vitaux pour notre souveraineté en l'occurrence. Les extrêmes en font leur chou gras, mais pas forcément pour le coup. C'est vrai. Thibaut. Non, tout a été dit. C'est dommage. On a beaucoup alarmé sur le sujet. C'est vrai que c'est dommage. Il y a quelque chose qu'on n'a pas exploité et qu'on va laisser d'autres exploiter. Donc, donc un peu frustrant. Mais j'espère qu'on s'en rendra compte à un moment donné. Vos questions sont notre appui. Tiens, Jean-Louis nous a écrit à propos de la bourse et des cryptos qui semble se nouer de plus en plus de liens entre la bourse et les cryptos. Je vous lis sa question. N'est-il pas contre-intuitif que nous entrions dans une vague d'introduction en bourse de sociétés crypto tout en ayant des cryptos qui baissent ? Ah oui, parce que la valeur de ces sociétés, j'imagine, est amenée à baisser aussi. Du coup, est-ce que c'est vraiment le meilleur timing, Stanislas ? Il y a des capitaux américains qui sont intéressés par des boîtes de la crypto. Après, la question, c'est est-ce qu'il y aura une sorte de découplage entre la cyclicité, la volatilité de la crypto et des business models qui sont 1, je conserve la crypto, 2, je fais minage de Bitcoin, 3, je suis un intermédiaire. Donc après, ces entreprises sont plus ou moins corrélées à ces variations sur les cryptos. Mais après, il y a des entreprises qui ont quand même besoin de se capitaliser pour financer de la R&D, de l'investissement, etc. Donc, c'est pas déconnant, hein. Et une bourse qui tend à avoir les fonctionnements de crypto de 24/7. On se souvient de l'annonce du NICE. Il ne faut pas oublier, le rôle de la bourse, c'est de financer les entreprises. Bien sûr, en tant qu'investisseur, on peut se dire « j'y vais pas, les cryptos baissent », mais pour une entreprise, ça permet de lever de l'argent. Thibaut. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait aussi écho à un changement qu'on observe plus globalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les flux sont plutôt institutionnels, alors qu'avant, ils étaient plutôt retail. Donc, auparavant, les acteurs de ce type se dirigeaient plutôt vers des ICO avec un token. Aujourd'hui, ils se dirigent plutôt vers des IPO parce que les flux viennent plutôt de cette direction-là. En plus, on commence à avoir une lecture des modèles économiques qui est un peu plus claire. On commence à avoir une véritable industrie crypto qui est en train de se développer aussi. Donc c'est assez logique avec ça. Et en plus de ça, sur la partie corrélation avec les cours, aujourd'hui les exchanges, quand il y a des variations et quand il y a de la volatilité, c'est là aussi où il y a des mouvements et c'est là aussi où ils gagnent de l'argent. Donc eux, ils sont forcément indexés au cours, mais quand il y a de la volatilité, ils gagnent aussi de l'argent. Ce qui est assez drôle quand même, c'est quand on fait un peu cette dualité ICO-IPO, on a créé des jetons qui n'ont pas forcément de vraie gouvernance ou de revenus associés comme des dividendes pour terminer à faire des IPO, c'est de dire que finalement du capital d'une boîte, c'est pas si mal. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, les pros des cryptos, dont vous pourrez vous régaler tout au long du week-end. Toujours passionnant, nos experts Thibaut Boutroux pour Meria. Merci Thibaut d'être passé nous voir et merci à Stanislas Barthélémy, le président de la DAN. Merci beaucoup Stanislas. Guillaume. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.